le mot complexité. Ce mot qu'on ne prononçait pas il y a à peine 50 ans, ou très peu. Aujourd'hui, il est sur toutes les lèvres. Et en fait, la complexité, elle est là partout et entraîne pas mal de stress. Et en fait, pour comprendre cette complexité, comment la générer, comment en tout cas la gérer, l'étude du cerveau est intéressante. En 2 mots, un cerveau d'adulte, 1400 grammes, 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions dans 1,4 kg. Aujourd'hui, la science permet petit à petit de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du cerveau et comment il fonctionne. Nos recherches à nous ont poussé à comprendre les comportements humains. Et en fait, nous prenons 5000 décisions par jour en moyenne. On s'arrête au feu rouge, on démarre au feu vert, et ces décisions se prennent à travers 4 types de gouvernance. La première, en fait, c'est ce qu'on appelle souvent le territoire reptilien, mais qui est en fait l'hypothalamus. Il a 2 fonctions. La première, c'est assurer la vie, les instincts, boire, manger, dormir, copuler, tout ce qui permet en fait à l'humain, aux animaux, en fait, de se reproduire et d'être. Deuxième, face aux prédateurs, c'est lui aussi qui engendre le stress pour sauver sa peau, par la fuite, la lutte ou l'inhibition. Deuxième gouvernance, la gouvernance grégaire. Plus simple, c'est la notion de dominance-soumission. C'est ce qui, dans les troupeaux, dans les meutes, permet en fait à chacun de trouver sa place. Troisième gouvernance, la gouvernance émotionnelle, beaucoup plus riche. Ce territoire-là, en fait, emmagasine au fil des années vos connaissances, vos découvertes, vos savoirs, vos savoir-faire, vos compétences. Et en fait, il les emmagasine comme un disque dur pour permettre en fait à chacun de prendre des décisions très rapides dans ce qui est connu, dans ce qu'il a l'habitude de faire. Et la quatrième gouvernance, la gouvernance adaptative, localisée principalement dans les réseaux neuronaux du cortex préfrontal, est ce territoire, est cette capacité que nous avons de créer, d'engendrer, en fait, d'aborder l'inconnu, d'aborder ce qu'on ne connaissait pas, mais qui, un jour ou l'autre, se présente à nous, la nouveauté, la non-maîtrise. C'est un territoire créateur qui permet précisément de s'adapter et d'être ou de construire une forme de métacompétence, c'est-à-dire cette capacité de voir les choses de plus haut. Alors, on va les voir de façon plus intense. Je vais maintenant diviser en fait cela en 2 modes mentaux. Nous avons 2 modes mentaux, un mode mental automatique qui permet de résoudre le connu, la maîtrise, tout ce qui est maîtrisé. Et il a en fait des caractéristiques. Ces décisions, par milliers que vous prenez tous les jours, se basent sur la routine, des habitudes. Il est du type persévérant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Intéressant parfois d'être rigide, en tout cas face au feu rouge. Et il est également simplificateur. C'est le jugement, c'est bon, c'est mauvais, c'est blanc, c'est noir. Tout cela se fait dans ce mode automatique. Il a des certitudes, forcément, puisqu'il a appris plein de choses. Et donc, la seule réalité, c'est ce qu'il connaît. Et il se nourrit par l'empirisme, c'est-à-dire l'expérience. Et l'image sociale, c'est-à-dire le regard de l'autre sur nous, nous fait également prendre souvent des décisions. En fonction de la culture familiale, de la culture d'entreprise. En fait, on est sensible à tout ça. Parfois, on a envie de prendre d'autres décisions, mais soyons en fait dans les convenances. Et ce territoire, ce mode est très utile chaque jour. Nous l'utilisons des milliers de fois et heureusement, parce qu'il est efficient, il est efficace. Toutefois, face à l'inconnu, face à la non-maîtrise, il est nul. Et c'est là en fait que nous avons besoin de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de pouvoir mettre en route ce mouvement, ce mode mental adaptatif qui a les caractéristiques suivantes.
totalement à l'opposé du mode automatique et en même temps très complémentaires. Premièrement, la curiosité. Et oui, la curiosité naît dès la petite enfance. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des enfants d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils goûtent, ils essayent, ils touchent à tout, ils veulent comprendre. Et oui, c'est un naturel qui est en nous. Pourquoi le perdons-nous parfois? Et en fait, la curiosité, le pourquoi. Pourquoi maman, pourquoi papa à l'âge de 3 ans, de 4 ans? Et prenons un exemple. Il vous pose la question, mais maman, pourquoi la nuit? Et là, vous pouvez répondre de 3 façons différentes. La première, mon petit chou, tu sauras ça plus tard, c'est un peu difficile, joue plutôt avec tes Playmobil. Ok, qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites, retourne à ta routine. Et petit à petit, s'estompe le goût de la curiosité, le goût d'apprendre. Une deuxième façon d'y répondre, c'est de dire, mon petit chou, vous prenez un ballon, vous prenez une orange, vous faites tourner l'orange, vous expliquez en fait quoi? Mais qu'en fait, il y a le soleil, la nuit, et tout cela, il va le comprendre. Il va le stocker dans son mode automatique avec une compétence supplémentaire. Très chouette. Mais il y a une troisième façon de faire. C'est lui dire, mon petit chou, ah oui, pourquoi la nuit? Et toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Et vous allez voir votre enfant faire ceci. Levez les yeux au ciel et en fait rentrer dans son imaginaire. C'est fabuleux. Vous lui permettez en fait de grandir, de faire grandir ce cortex préfrontal qui est tout petit à la naissance et qui va grandir biologiquement jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Mais c'est important parce que c'est là que vous développez l'esprit critique, la créativité, l'innovation. Ensuite, la souplesse. La souplesse, oui, pour savoir accepter des choses qui parfois nous dérangent, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se résigner. Mais la souplesse permet la sagesse. Et lorsqu'en fait, vous développez ces 2 premières capacités d'ouvrir notre esprit face à la difficulté plutôt que de rester rigide sur un mode opératoire standard, en fait, de façon naturelle, on devient beaucoup plus nuancé. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir. Non, il y a des inconvénients, il y a peut-être des avantages. Et en fait, ça amène de la relativité, de la prise de recul sur soi-même. Et l'ensemble de ce mécanisme, lorsqu'il est mis en route, vous permet d'avoir une réflexion logique, rationnelle, intelligente, le bon sens, qui permet aussi d'avoir une opinion personnelle. Et lorsqu'on voit ces 2 modes mentaux, on pourrait se dire, tiens, lequel j'utilise? Eh bien, rassurez-vous, utilisez les 2. Ne soyez jamais curieux devant un feu rouge, vous êtes mort, ok, et utilisez votre routine. Par contre, lorsque la chose est difficile, lorsque vous ne la maîtrisez pas, utilisez l'autre mode. Et en fait, nous appelons ça une bascule. Nous basculons tous les jours entre ces 2 modes mentaux. Et vous pourriez me poser la question, le fait-on toujours à bon escient? Et la réponse est non. Eh non. Nous avons des biais cognitifs et on va faire 2 exercices ensemble. Le premier exercice, en fait, nous allons le faire en commun. Nous allons tous ensemble exprimer la couleur dans laquelle est écrit chaque mot. Et on y va. Rouge, bleu, vert, jaune, bleu. Plus vite. Vous êtes bons là. Vous êtes bons. Votre mode automatique a marché de façon parfaite. On va faire la même chose en nommant les couleurs. Et on y va. Bleu, chaud. Non, stop. Vous avez montré quoi? Qu'avec 2 variables, ça devient complexe. J'aurais demandé la même chose à des enfants de 4 ans, je vous assure, ils ne se seraient pas plantés parce qu'ils ne savent pas lire. Et maintenant, on va faire un 2e exercice qui vous appartient, qui va vous aider dans la vie. Alors, vous allez tous penser, je vais vous donner une petite minute tout à l'heure, vous allez penser à chacun à une situation. Une situation anodine, peu importe, régulière, qui soit vous énerve,
soit vous angoisse, soit vous démotive. Et en pensant à cette situation, vous allez ensuite penser à ce que j'appellerais l'aversion qui est derrière, et je vous donne un exemple. Mon fils Gaëtan, il n'est jamais prêt à 7h45 pour partir à l'école. Et ça m'énerve, ok? Bon, l'émotion, c'est bien sûr l'énervement, mais l'antivaleur, ou en fait l'aversion, c'est parce qu'il est lent. Et moi, la lenteur, ça m'énerve, ok? Deuxième situation, mon fils Vincent, il n'est jamais prêt à 7h45 et ça m'angoisse. Il va arriver en retard. Il est irrespectueux. Et en fait, derrière cette angoisse, il y a au fond la notion d'irrespect. Ou alors, mon fils, il n'est jamais prêt à 7h45. Quoi. C'est fini, quoi. Oublions, quoi. Hein. C'est un irresponsable. Qu'est-ce qu'il fera plus tard? Et donc, l'irresponsabilité devient, en fait, votre aversion. Et nous avons tous, ainsi, des aversions dans notre vie, des choses qu'on n'aime pas. Ça peut être le désordre, ça peut être l'injustice, l'irrespect, ça peut être, tout ce qu'on peut imaginer qui nous énerve un jour ou nous angoisse. Et vous allez maintenant faire l'exercice suivant. Je vais vous demander à chacun, voilà, de penser à une situation qui vous énerve, vous angoisse, et essayer de trouver la cause, la racine, si vous voulez, l'antivaleur qui est là derrière. Je vous donne quelques instants et je vais vous poser une deuxième question par après. Ça va? Ok, vous avez quelque chose? Maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Vous restez dans votre émotion, vous restez dans la situation et essayez de trouver 3 avantages à cette situation. Wow. Quelle question! Essayez de trouver 3 avantages, oui. Faites un effort. Je vous laisse un peu de temps. C'est très important, vous allez voir pourquoi. Recueillez-vous. Par exemple, mon fils Gaëtan, il n'est jamais prêt. Et en fait, ça m'énerve parce qu'il est lent. Et au fond, un avantage, c'est qu'au fond, il est cool, par exemple. Hein? Voilà, je vous mets sur des pistes. Essayez de vous recueillir, de trouver 3 avantages. Ok. Qui en a déjà trouvé un? Lève le doigt. Ok, ça c'est bon, merci. 2. Ok. 3. Ok. Maintenant, ceux qui ont déjà trouvé des avantages, je vous demande, je vous pose la question. Repensez à la chose. Est-ce que vous vous sentez mieux? Un petit peu? Beaucoup? Lève le doigt. Merci pour ceux qui se sentent un peu mieux. Voilà. Donc comme ça fait quand même 40%, 50%, c'est très rapide. Hein. Normalement, c'est un exercice de 50 minutes. Mais bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je vais vous dire moi-même, en 1994, j'étais dans mon entreprise. J'avais 180 personnes à ce moment-là. Tous les jours, j'aimais bien faire un tour, aller voir les gens, leur parler. Mais j'avais, en fait, une valeur qui s'appelait l'efficacité. Ok, pas de problème. Seulement, je m'énervais, ou je m'angoissais, ou je me décourageais dès l'instant où je voyais de l'inefficacité. Et je la voyais à 100 mètres à la ronde. Que se passait-il? Imaginons un chauffeur qui liait un meuble dans un camion. Je passe devant et je vais vous mimer la fuite, l'angoisse. Je passe devant, je vois le truc et en fait, je ne fais rien. Je me déstresse en continuant mon chemin. Résultat 0. Soit je m'énerve
Écoute, mon vieux, ça fait 3 ans que tu bosses ici, et c'est encore comme ça que tu fais tes nœuds. Risque de casse, risque de SAV, service après-vente, etc. Et donc, résultat, en général, c'est -1. OK? Parce que vous énervez sur quelqu'un, il est complètement tétanisé. Ou alors, je vois le truc, non, c'est pas possible, quoi. Je suis démotivé, je remonte dans mon bureau, quoi. Et je passe une très mauvaise journée. Et en fait, comment est-ce que ça se passe dans notre cerveau? Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on est devant une situation non maîtrisée, devant une situation complexe, et qu'on veut tout ramener à nos certitudes, à notre rigidité, donc en fait, dans notre mode automatique, eh bien, ça ne marche pas. Voilà ce qui se passe. C'est que lorsque, face à une situation complexe, vous restez avec votre, je dirais votre limbique presque, votre mode automatique, eh bien, il se passe que Jiminy Cricket, on en a chacun un dans sa tête. Et Jiminy Cricket va vous rappeler en fait quoi? Qu'il y a probablement une erreur, un bug. Et Jiminy Cricket, il se trouve en fait dans le cortex préfrontal. Il se trouve dans cette gouvernance adaptative qui voit, et c'est ça qui est extraordinaire, aujourd'hui on le sait par IRM, qu'en fait le cortex préfrontal est la seule zone du cerveau qui est reliée à toutes les autres zones et qui est un peu, je dirais, comme un poste de pilotage qui voit tout ce qui se passe. Et donc Jiminy Cricket de notre territoire adaptatif, il va en fait nous renseigner l'erreur. Et que fait-il à ce moment-là lorsqu'il voit qu'on est vachement planté, qu'on est vachement accroché à nos croyances? Eh bien, il va pousser une alarme, il va pousser sur un bouton rouge qui va en fait faire quoi? Qui va atteindre l'hypothalamus et donc nous envoyer du stress. Alors que le stress, à la base, est pour sauver sa peau en cas de prédateur, là le stress est vachement utile, eh bien, lorsque nous restons accrochés à nos idées, le stress, en fait, qui se détermine par la peur, l'angoisse, l'énervement ou la colère et le découragement, eh bien, le stress est un signal que nous avons à travailler sur nous-mêmes, sur nos antivaleurs, sur nos aversions. Et voilà, en fait, une formule à retenir. Votre stress est le fruit du stresseur multiplié par la stressabilité. C'est-à-dire qu'en fait, le stresseur, en général, lorsqu'on stresse, voilà, on le fait exprès là, hein, c'est pour stresser tout le monde, là, voilà. Et donc, le stresseur, en général, c'est celui sur lequel on jette notre dévolu. Lorsqu'on stresse, c'est toujours quelqu'un d'autre, c'est toujours une situation. Eh bien non. Nous avons à travailler sur notre stressabilité, sur nos aversions personnelles. Et en fait, c'est bien là-dessus, parce que le foie, la multiplication, lorsque vous êtes devant un stresseur à 100%, mais que vous n'êtes pas stressable, vous n'avez aucun stress. Donc c'est bien foie et ce n'est pas plus. Alors, on a tous été à l'école, on sait qu'un fois 0 donne 0. Et donc, nous avons à travailler sur notre stressabilité, qui aujourd'hui, dans un monde qui change très vite, nous entraîne souvent dans la résistance au changement. Et pour terminer, j'ai envie de vous montrer une image. Et cette image, c'est cette bouteille. Cette bouteille, c'est nous. Nous sommes des contenants. Nous avons tous un contenant dans lequel il y a des contenus, c'est-à-dire nos croyances, nos idées, nos savoirs, nos savoir-faire, nos compétences. Le problème, c'est que si nous commençons à stresser et qu'on s'énerve et qu'en fait, on devient très sensible à tout, mais voilà ce qui reste de nous en capacité d'amélioration de notre vie. OK? Et donc, ce que je vous apporte ce soir, en faisant ces exercices sur la possibilité de changer sa vision sur les choses, c'est un souffle nouveau pour vous redonner toutes vos capacités. Et vous en avez tout plein.
Merci à tous.